Je parle 10 langues, dit Jésus-Christ. Le juge ne put s'empêcher de rire, mais quand il entendit la phrase suivante, il arrêta de rire. Complètement. La salle d'audience numéro 4 du palais de justice de Marseille n'avait jamais connu un silence aussi lourd. C'était un mardi gris de mars, de ceux où la Méditerranée semblait respirer la fatigue accumulée de milliers d'âmes, toutes prisonnières de la répétition des mêmes gestes, des mêmes douleurs. La brise salée arrivait faiblement par les hautes fenêtres du tribunal, et les pales du ventilateur de plafond tournaient avec un bourdonnement paresseux. Il y avait une odeur de café rassis, de papier usé et de méfiance. C'était un autre procès pour fraude, et tout le monde savait comment cela finirait. Mais quelque chose clochait ce matin-là. Le juge Émile Yver, un homme dont la réputation de détruire les allégations religieuses avec une précision chirurgicale le précédait dans tout le sud de la France, s'adossa à sa chaise avec un sourire de mépris sur le visage. Les lumières fluorescentes se reflétaient sur les verres de ses lunettes rondes, et il observait l'accusé devant lui comme on analyse un objet étrange, un imposteur ou un artiste de rue mal placé. Le nom de l'accusé, ou le nom qu'il avait donné, était Emmanuel Lumière, un homme d'apparence ordinaire, peut-être un peu plus de 40 ans. Chemise blanche vieillie, pantalon de lin simple, main calleuse, pas d'avocate à ses côtés, aucun document, aucune identité confirmée. Rien. C'était comme s'il était apparu de nulle part et avait marché directement jusqu'au système judiciaire français. « Monsieur Lumière », commença Yver, sa voix résonnant contre les murs épais de la salle, « vous êtes accusé d'exercer illégalement la fonction d'interprète dans au moins 15 cas d'aide humanitaire, y compris des situations impliquant des immigrants, des réfugiés et des enfants non accompagnés. Êtes-vous conscient de la gravité de vos accusations ?» Tous les yeux se tournèrent vers Emmanuel. On attendait de la peur, de l'hésitation, une certaine supplication. Mais ce qu'il offrit fut seulement un regard calme et ferme. Il y avait dans son expression une gentillesse désarmante. Même les agents de sécurité à la porte hésitèrent un instant. Et puis il parla d'une voix sereine, ferme mais sans arrogance. « Votre honneur, je parle 10 langues. » C'était comme si une pierre avait été lancée au centre d'un lac très calme. De petits rires surgirent d'abord, étouffés, contenus. Un stagiaire du ministère public étouffa un rire. Un des traducteurs officiels, assis au fond, murmura quelque chose en arabe et secoua la tête. Mais celle qui rit le plus fort fut la procureure elle-même, Clara Duval, connue pour sa posture implacable et rationnelle jusqu'à l'os. « 10 langues, répéta-t-elle, feuilletant les papiers avec une exactitude presque cruelle. « Monsieur Lumière, vous articulez à peine le français correctement, et maintenant vous voulez nous faire croire que vous parlez 10 langues. » Elle se tourna vers le juge, triomphante. Aucun dossier académique, aucun certificat, aucune trace de cet homme dans les archives nationales. Et pourtant, il prétend posséder des compétences surnaturelles. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, c'est une farce. Emmanuel restait immobile. La journaliste du Monde, assise au 2e rang, cessa de taper. Un des jurés, l'homme chauve sur la chaise numéro 3, commença à taper des doigts sur ses genoux, anxieux. Rosa Mendes, la secrétaire personnelle du juge qui l'accompagnait depuis plus de 20 ans, ressentit une pression étrange dans la poitrine, comme si quelque chose approchait, quelque chose de vieux, quelque chose de sacré. « Répétez », ordonna le juge en fronçant les sourcils. « Je parle 10 langues », répéta Emmanuel, plus lentement maintenant, presque comme s'il parlait non pas à la tête des gens mais à leur cœur. Yver souffla, puis fit un geste large de la main comme pour clore une blague. « Prouvez-le. Ici. Maintenant. » À cet instant, quelque chose se brisa dans l'air. C'était imperceptible mais indéniable. Le genre de silence qui n'est pas juste une absence de son, mais une présence en soi, un calme vivant. Les pages cessèrent d'être tournées. Les chaises grincèrent puis s'arrêtèrent. Les yeux se fixèrent. Ce qui avait commencé comme un moment de dérision devenait autre chose, quelque chose de plus dense, comme si toute la salle était observée de l'intérieur. Clara se leva à nouveau, son blazer gris ajusté comme une armure. Elle était précise, chirurgicale. Elle avait fait s'effondrer des criminels sur le banc des accusés, avec un simple paragraphe d'accusation. « Votre honneur, nous avons 8 témoins qui confirment que l'accusé a reçu entre 100 et 400 € pour des traductions informelles réalisées dans des gares, des hôpitaux, des centres d'accueil. Dans un cas, il s'est proposé de traduire. » Elle feuilleta avec théâtralité,
L'âme d'une personne. Quelqu'un rit, mais personne ne savait qui. Ce n'est pas un prophète, c'est un prédateur. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel parla à nouveau. Pas avec colère, pas avec peur. Je n'ai jamais demandé d'argent. Ah, bien sûr, ironisa Clara. Les gens vous ont simplement payé spontanément, par générosité. Il la regarda avec une tristesse si profonde que quelque chose en elle trembla, même si elle ne le montra pas. Certains m'ont offert du pain, d'autres m'ont donné un canapé où dormir. Une dame m'a donné un manteau parce qu'elle pensait que j'avais froid. Mais je n'ai jamais mis un prix sur les mots. La salle se refroidit. Hiver se leva un peu de sa chaise, les mains sur la table, fermes, comme s'il voulait forcer la réalité à rester stable. Vous êtes accusé de tromper des communautés vulnérables. Si vous parlez vraiment ces 10 langues, montrez-le. Sinon, ce tribunal ne tolérera pas les échappatoires poétiques. Il dit cela avec la fierté de quelqu'un qui croit avoir acculé un accusé. Mais Emmanuel joignit simplement les mains devant lui, comme quelqu'un qui s'apprête à prier, mais n'a pas besoin de mots pour cela. Je parlerai, mais il est important de comprendre. Il regarda tout autour. Les langues ne sont pas des trophées, ce sont des ponts, et je les parle parce que les gens avaient besoin d'être compris. Ce n'était qu'une phrase, mais quelque chose se produisit. Même les lumières du plafond semblèrent clignoter un instant. Les craquements du ventilateur cessèrent. Le murmure du couloir dehors disparut. C'était comme si le temps s'était resserré dans cette salle. Clara mordit sa lèvre. Hiver plissa les yeux. Et tous là, ressentirent, même sans savoir comment le dire. Cet homme n'était pas juste un interprète, et le monde était sur le point de le découvrir. Le rire était mort. L'ironie aussi. Il ne restait plus que la tension. Ce genre de silence où tout le monde essaie de paraître calme, mais retient son souffle. Le juge Hiver se pencha lentement en avant, posant les coudes sur la table. Le micro grésilla. « Très bien, monsieur Lumière. Si vous parlez 10 langues, prouvez-le. Faites-le maintenant devant ce tribunal. Montrez ce que vous savez. » De l'autre côté, Emmanuel baissa simplement les yeux un instant. Ses doigts effleurèrent légèrement la couture de la poche de sa chemise. Il n'y avait pas de précipitation dans son geste, juste une légèreté gênante, comme s'il ne participait pas à un procès, mais à une écoute plus profonde, interne. La procureure Clara Duval claqua les dossiers sur la table, presque comme si elle voulait réveiller l'ambiance du transe dans lequel elle était en train d'entrer. « Votre honneur, avec votre permission, je veux clarifier quelque chose avant que Monsieur Lumière essaie de nous impressionner avec des tours de magie. » Elle se leva, marcha jusqu'au centre de la salle et se tourna vers le public. Journalistes, traducteurs, employés du tribunal, tous encore dans un silence absolu. L'accusé est jugé pour fraude, usurpation de fonctions publiques et fausse déclaration. Il s'est présenté comme interprète dans des cas critiques impliquant des personnes vulnérables, mineurs non accompagnés, victimes de trafic humain, patients en urgence médicale. Non seulement cela, elle leva une feuille en évidence, il a traduit lors d'audience d'immigration sans aucune qualification légale. Elle fit une pause, laissant le poids des mots remplir la salle. Et maintenant, après avoir refusé de fournir des documents, un historique scolaire ou toute donnée vérifiable, il dit que... Elle rit brièvement, mais sans humour. Il parle 10 langues. Les yeux de Clara, auparavant durs, vacillaient maintenant. Quelque chose dans sa certitude était en train de se défaire. Mais elle insistait, comme quelqu'un qui se protège de son propre doute. « Ce tribunal n'est pas une scène pour du spiritualisme de rue, » dit-elle, regardant directement Emmanuel. « Ici, nous ne jugeons pas l'intention, nous jugeons l'impact. » Emmanuel leva enfin les yeux, pas pour répondre, pas pour se défendre, mais comme quelqu'un qui attendait quelque chose. Et il dit alors, « Les mots comptent, mais plus qu'eux. C'est l'endroit d'où ils viennent. C'est pour ça que je suis ici. » Le juge Hiver prit une profonde inspiration. Il semblait fatigué et pourtant plus alerte que jamais. « Monsieur Lumière, vous voulez nous faire croire que vous avez appris 10 langues sans école, sans immersion, sans aucun document? Vous avez absorbé ça? D'où? En dormant dans les auberges? En traversant les trottoirs? Des mendiants et des étrangers? » La question était un piège et tout le monde le savait. Le ton était tranchant, presque moqueur, mais déguisé en scepticisme judiciaire. Hiver était connu pour ça. Il démontait les témoins avec des questions sèches et froides, comme quelqu'un qui ouvre un corps avec un scalpel.
Mais Emmanuel ne s'est pas laissé démonter. Les gens montrent ce qu'ils ont de plus profond quand ils souffrent. Quand ils parlent de douleur, le langage devient transparent. Clara rit. Pas un rire joyeux, mais défensif. Un son sec. « Que c'est beau », dit-elle. Mais les mots poétiques ne sauvent personne. Et ce tribunal n'est pas un salon littéraire. L'assistante du juge, Rosa Mendez, observait en silence. Elle avait vu des dizaines d'accusés se briser devant Hiver. Des hommes durs qui se défaisaient au moindre affrontement. Des menteurs qui trébuchaient sur leurs propres inventions. Mais cet homme-là, dit Emmanuel, restait serein comme quelqu'un qui avait déjà tout accepté. Comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Le juge plissa les yeux et prit un des papiers de l'accusation. Il lut à haute voix. « Selon les dossiers, vous avez été vu en train de traduire du dari au français, du tchétchène à l'arabe, du créole haïtien à l'anglais et même du pachto au roumain. Ce n'est pas seulement invraisemblable, c'est impossible. Même les plus grands interprètes de l'ONU ne parlent pas toutes ces langues. » Il laissa tomber le papier sur la table avec mépris. « Si ce n'est pas de la fraude, alors qu'est-ce que c'est ? Une inspiration divine. » Il y eut un léger murmure parmi les présents, un son d'incrédulité, mais pas comme avant. Il y avait maintenant un nouvel élément, un malaise presque spirituel, comme si tout le monde était face à quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer, et, pour cette raison même, ils avaient peur. « Vous vous dites Jésus-Christ » demanda soudainement Hiver. La question tomba comme une lame dans l'air. Les journalistes s'agitèrent. Clara se figea. Rosa retint son souffle. Mais Emmanuel ne s'offensa pas, il ne recula pas. Et il ne confirma pas non plus. Il répondit simplement avec la même voix tranquille, maintenant légèrement embuée de tristesse. « Je n'ai jamais dit ça. »« Alors qui êtes-vous » insista le juge, avec irritation dans la voix. « Un imposteur? Un fou? Un artiste de rue avec une vocation messianique ?» Mais Emmanuel resta silencieux. Clara se leva de nouveau, déterminée à mettre fin au spectacle. « Votre honneur, je propose de convoquer des spécialistes, des linguistes, des neurologues, des psychiatres, si nécessaire. S'ils parlent vraiment 10 langues, qu'ils le démontrent sous contrôle, dans un environnement scientifique. » Jusque-là, ces mots ne sont que du vent. Le juge considéra. « Je suis d'accord, mais avant cela, je veux une démonstration, ici, maintenant, 3 langues, n'importe lesquelles, mais avec des témoins dans la salle, et sans poésie. » Il regarda Rosa. « Amenez les interprètes. Je veux une preuve, une seule. S'il échoue, il sera traité comme un charlatan et répondra de ses crimes selon la loi. » Rosa hésita. « Votre honneur, » murmura-t-elle. « Êtes-vous sûr ?» Le regard de Hiver était de pierre. « Amenez-les !» Emmanuel hocha simplement la tête, un geste doux, comme quelqu'un qui accepte une traversée ancienne. À cet instant, les nuages dehors commencèrent à se refermer, et à l'intérieur de la salle, où l'on ne cherchait que la justice, quelque chose de plus profond approchait, quelque chose qui ne rentrait pas dans les codes, quelque chose qui ne parlait pas le français juridique, mais le langage du silence, le langage qui précède la parole, le langage de celui qui écoute avant de parler. Jésus-Christ ne s'était pas encore révélé, mais la France était sur le point de l'entendre. Le silence avait une odeur, odeur de peur, de papier humide, d'électricité statique, odeur de quelque chose qui est sur le point de se produire, et qui ne peut être défait. L'ordre du juge planait dans l'air comme un ultimatum divin, déguisé en légalité. Rosa Mendez quitta la salle à pas rapides, traversant des couloirs froids et bureaucratiques jusqu'à atteindre l'annexe linguistique du tribunal. 2 traducteurs attendaient cela, fumant en silence. Elle n'expliqua pas grand-chose, elle dit simplement « J'ai besoin de vous, maintenant. Salle 4. Le juge veut une vérification en direct. » Ils se regardèrent. C'était inhabituel, pour ne pas dire inédit, que des traducteurs soient appelés pendant une audience pour quelque chose de non programmé. Mais quelque chose dans le visage de Rosa les empêcha de poser des questions. Un tremblement dans les yeux. Une urgence qui n'était pas la sienne. Quand ils revinrent, le tribunal avait déjà changé de température. Emmanuel restait au centre de la salle. Il n'avait pas bougé d'1 centimètre. Il semblait attendre quelque chose de bien plus ancien qu'un verdict. Le juge Émile Hiver était plus rigide maintenant, comme si chaque muscle luttait pour maintenir son autorité face à ce qu'il ressentait, mais ne comprenait pas. « Monsieur Lumière, dit-il, d'une voix grave, nous avons ici 2 traducteurs certifiés,
Karim Belkacem pour l'arabe et Claire Moreau pour le mandarin. Ils évalueront votre maîtrise. Un troisième traducteur sera convoqué bientôt pour le roumain. Êtes-vous prêt? Emmanuel répondit simplement d'un signe de tête, doux comme une brise, comme s'il n'avait rien à prouver. Karim, le traducteur arabe, ajusta ses écouteurs. C'était un homme grand avec une expression fatiguée mais respectée. Il avait tout entendu dans les salles d'audience, y compris des impostures et des prétentions spirituelles. Il s'approcha avec le protocole habituel. « On peut commencer ?» demanda-t-il en français. Emmanuel répondit « en arabe ». Mais pas l'arabe scolaire, ni l'arabe formel. C'était un arabe fluide, mélodieux, intime, le dialecte du vieux Damas. Des mots qui semblaient avoir traversé des déserts et des siècles. Le son était dense comme du sable au vent. Chaque syllabe dansait avec une précision si naturelle que Karim retira ses écouteurs avant même la fin de la phrase. Il resta là, bouche entr'ouverte, la couleur quittant son visage. « Ça, murmura-t-il, c'est pas possible. Il ne fait pas que parler. Il chante. Même les proverbes, les inflexions. C'est l'arabe de mes grands-parents. » Le juge tout sauta. Il peut imiter, répéter n'est pas comprendre. Mais sa voix était plus faible qu'avant. Claire Moreau, jeune, concentrée, activa sa tablette, ouvrit un extrait de journal chinois et parla rapidement en mandarin. C'était un test difficile, texte journalistique formel, avec un vocabulaire spécifique. Emmanuel répondit immédiatement, non seulement en traduisant mais en adaptant avec la cadence exacte du sud de la Chine. Claire cligna des yeux. Après une pause, elle posa une question informelle, avec des expressions qui n'apparaissent dans aucun dictionnaire. La réponse vint comme d'un grand frère, parfaite, affectueuse, et tellement culturellement localisée que Claire laissa tomber la tablette sur ses genoux. « Il parle comme s'il avait grandi dans les villages du Sichuan », murmura-t-elle. « Ce n'est pas Google Translate, c'est, de la mémoire. » Un murmure parcourut les sièges. Le juge essayait encore de garder la raison, mais maintenant ses yeux ne quittaient plus Emmanuel. Quelque chose en lui tremblait. Quelque chose de profond. Une fissure. « Roumain », annonça Clara, appelant le traducteur qui venait d'arriver. C'était un petit homme, grisonnant, avec des yeux perçants. Il avait entendu les rumeurs dans le couloir. Il ne croyait en rien. Il était sceptique même sur son propre pays. Il lut un poème en roumain régional, originaire de la campagne de Moldavie, une région oubliée même par les Roumains eux-mêmes. Emmanuel écouta attentivement, puis il répondit, non seulement en traduisant, mais en récitant une chanson paysanne dans le même dialecte, avec un accent si fidèle que le traducteur retira ses lunettes et commença à pleurer en silence. « Mon grand-père, chantait ça, dans les champs, je n'ai jamais entendu personne d'autre. Jamais. » Clara Duval pâlit. Il peut avoir mémorisé, lu des récits, avoir accès à des enregistrements. Mais sa voix n'avait plus l'acier d'avant. Dans 3 dialectes distincts, avec des intonations d'origine, murmura Karim. Même les polyglottes professionnels n'y arrivent pas. Mais Emmanuel ne se vantait pas, il ne souriait pas. Il ne se nourrissait pas de l'incrédulité des autres. Il baissait simplement les yeux, comme quelqu'un qui déplore la souffrance de ceux qui essaient de comprendre le ciel avec une règle et un compas. Le juge Hiver poussa les papiers avec force sur le côté. Son masque rationnel se fissurait. Il luttait encore. « Pouvez-vous répéter les phrases, avec des variations, avec des réponses? Nous voulons une preuve d'interaction, pas d'imitation. » Emmanuel acquiesça et parla de nouveau. Mais cette fois, il ne se contenta pas de répondre. Il demanda aux traducteurs des nouvelles de leur famille, de leur ville natale, de leur peur d'enfance, dans leur langue, avec naturel, comme si j'avais grandi avec eux, comme si j'avais mangé à la table de leur mère. Chacun d'eux s'est figé. Rosa Mendez a serré les mains sur ses genoux. Une larme coulait. Elle ne comprenait ni l'arabe, ni le chinois, ni le roumain, mais elle comprenait le silence. Et ce silence criait que quelque chose de sacré se passait. Le juge a essayé de réagir. « Ça ne veut rien dire », a-t-il dit, mais plus personne ne l'écoutait. Même pas lui. Et puis Emmanuel a parlé. Français. Mais pas le français de la cour. Le vieux français rural de l'enfance d'hiver, de la voix de sa mère, au bord de la Loire, avant qu'elle ne meure, et avant qu'il ne décide,
que Dieu n'existait pas. Tu étais un bon garçon, tu as juste oublié comment écouter. Le juge a tremblé pendant un moment, sa main a agrippé le bord de la table avec tant de force que ses jointures sont devenues blanches. Mais Emmanuel n'a pas insisté, il n'a pas forcé, il a juste parlé. Puis, il s'est tu. Et dans ce silence, la plus grande preuve n'était pas la langue, c'était l'écoute. La maison d'arrêt de Baumette, à Marseille, n'était pas connue pour sa clémence. Érigée entre des collines sèches et des murs couleur béton brûlé, elle ressemblait plus à un morceau oublié de la ville, un endroit où le temps traînait entre les barreaux, les cris étouffés et le tic-tac lent des verrous. C'était la fin de l'après-midi quand Emmanuel Lumière est arrivé. La voiture cellulaire s'est garée sans bruit. Les portes se sont ouvertes avec un grincement mécanique et 2 agents du service pénitentiaire l'ont escorté avec des pas fermes mais curieusement doux. Ils s'attendaient à trouver de la tension, de la résistance, des questions. Mais l'homme marchait comme s'il entrait dans une église, silencieux, avec un léger sourire sur les lèvres. Pas de défi, mais de paix. Patrick Morel, gardien depuis 19 ans, a été le premier à ressentir quelque chose d'étrange. Il avait traité des milliers de détenus, voleurs, drogués, récidivistes, désespérés. Mais pas celui-là. Le dossier était presque vierge. Aucun antécédent. Aucune nationalité confirmée. Juste un nom, un visage, et ce calme dérangeant qui faisait que les autres détenus le regardaient 2 fois. « Cellule 12 » murmura Morel, en ouvrant la lourde porte de fer. La cellule 12 était connue parmi les gardiens. Pas pour être violente, mais parce qu'elle abritait un mélange curieux. 5 hommes qui ne parlaient pas entre eux, qui se regardaient à peine, chacun enfermé dans sa propre langue, dans son petit exil intérieur. À l'intérieur, les regards se sont levés. Mamadou, sénégalais aux épaules larges et au regard durci, nettoyait ses baskets usées avec un morceau de chiffon mouillé. Youssouf, syrien frêle, lisait le même verset d'un petit Coran pour la 100e fois. Ivan, russe, était tourné dos à tout le monde, comme toujours, le front collé au mur. Alain, roumain maigre et tatoué, dessinait une figure incompréhensible sur le sol avec le bout de son doigt. Et Pierre, français des rues, cheveux gris et dents manquantes, dormait adossé au mur, serrant contre lui une veste qui avait été bleue. « Nouvel invité », dit Morel avec un léger sarcasme, poussant Emmanuel à l'intérieur. « Bonne chance ». La porte s'est refermée avec un claquement métallique qui semblait dire « Maintenant c'est à vous ». Pendant quelques minutes, personne n'a rien dit. Emmanuel a juste choisi un coin, s'est assis par terre et a appuyé son dos contre le mur. Ses mains reposaient sur ses genoux. Le soleil dehors coulait à travers les barreaux, dessinant des bandes dorées sur le sol gris. Mamadou a été le premier à briser la glace. « Tu parles français ou pas, frère ?» Emmanuel a acquiescé avec légèreté. « Ça suffit, » dit-il. « Super, » murmura Alain, sans le regarder. Encore un muet. Pierre grogna en dormant. Ivan ne bougea pas. Youssouf soupira bruyamment, fatigué. Le dîner arriva avec la ponctualité indifférente des systèmes institutionnels. Un plateau en plastique, une soupe claire, une pomme cabossée. Personne ne parla. Manger était une tâche. Parler était un risque. Il y avait des jours où le silence était le seul territoire commun dans cette cellule. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Quand Youssouf posa sa tête contre le mur, murmurant en arabe un vers brisé, Emmanuel l'observa attentivement. Puis il dit, d'un ton calme, profond, avec la mélodie précise des montagnes syriennes. Quand le cœur est blessé, il parle plus clairement que la bouche. Youssouf se figea. La cuillère s'arrêta en l'air. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. « Comment? Tu sais dire ça ?»« Parce que j'ai entendu beaucoup de cœurs blessés, » répondit Emmanuel. Mamadou se redressa un peu. « Tu parles aussi arabe ?» demanda-t-il avec un rire sceptique. Emmanuel se tourna vers lui et soudain parla en wolof, la langue de sa grand-mère. Mais pas seulement la langue, l'accent, le ton affectueux, la manière dont elle l'appelait pape lors des chaudes après-midi de Dakar. Mamadou laissa tomber le plateau. « Merde » murmura-t-il. « C'est pas possible. » Alain s'approcha, curieux. « Et le roumain, tu sais quelque chose ?» Emmanuel le regarda avec gentillesse et répondit dans un dialecte paysan qu'on n'entendait même plus à Bucarest.
Il parla comme les anciens des villages parlent autour du feu, racontant des histoires de récoltes et de guerres qui ne finissent jamais. Alain s'assit, sans savoir pourquoi. Il s'assit juste, en regardant. Même Pierre, le Français des ruelles, ouvrit un œil. « Toi aussi, tu sais parler comme ma mère », dit-il avec sarcasme. Emmanuel ne répondit pas immédiatement. Il tendit juste la main, comme s'il offrait un pain invisible. Puis, d'une voix presque chuchotée, il parla dans un français oublié, le français des rues de Marseille des années 60, des mots de réconfort, des refrains de berceuse que Pierre n'avait pas entendus depuis l'âge de 6 ans. Pierre pleura, en silence, comme pleurent les chiens blessés. Restait Ivan, toujours tourné vers le mur, inaccessible. Emmanuel s'approcha, s'assit à côté de lui sans envahir l'espace. Il resta silencieux de longues minutes, puis il parla, en russe, mais pas le russe commun. Il parla le russe triste des champs de Tchétchénie. Il parla avec l'accent qu'Ivan avait passé sa vie à essayer d'oublier. Il parla avec le pardon qu'il n'avait jamais reçu. Ivan ne répondit pas, mais une larme coula sur sa joue, et il ne l'essuya pas. La nuit tomba. Dans la cellule 12, personne ne dormait, mais personne ne parlait. Chaque homme était prisonnier d'une pensée, d'un souvenir qu'il croyait enterré, d'un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années, le son de sa propre langue parlée avec vérité. Il n'y avait pas de prêche, il n'y avait pas de miracle visible, mais 5 hommes, différents en tout, se sentirent compris pour la première fois depuis longtemps. Et Emmanuel, l'homme sans papier, sans passé, sans adresse, s'assit simplement par terre, comme quelqu'un qui allume une bougie dans une caverne sombre, comme quelqu'un qui parle la seule langue que tout le monde comprend. Le langage d'être vu. Le vent coupait les coins d'Aix-en-Provence avec une froideur d'hiver tardif. Le ciel était clair, mais l'air avait cette rigidité de quelque chose qui se prépare à se briser. Le lendemain matin de l'épisode de la cellule 12, Emmanuel a été discrètement transféré à l'Institut d'évaluation scientifique du langage et de la cognition appliquée, une division spéciale du ministère de la Justice. Le juge Émile Hiver avait signé l'autorisation la veille au soir, avec des mains tremblantes et des yeux perdus parmi des papiers qui ne pouvaient plus justifier ce qu'ils avaient vu. L'ordre était clair. L'homme qui prétendait parler 10 langues devait être évalué par une commission indépendante d'experts. Pas un pas de plus sans science, pas un mot sans preuve. La salle d'évaluation était froide et propre. Vitres doubles, lumière blanche, caméra cachée. De l'autre côté, 5 chaises occupées par des noms qui, en dehors de là, signifiaient prestige, raison et limite. Dreux Mireille Brousseau, professeur titulaire à l'Université de la Sorbonne, spécialiste des structures grammaticales archaïques. Dr Hakim El Mahdi, parlant couramment 11 langues vivantes et mort de scepticisme. Professeur Anne Leroy, neurologue cognitive à l'hôpital Henri Mondor, référence nationale en acquisition du langage. Monseigneur Antoine Verrier, envoyé spécial de la Commission Vaticane des langues perdues. Et enfin, Takeshi Ono, professeur invité japonais, autorité en phonétique tonale. Ils ne se regardèrent pas beaucoup. L'atmosphère entre eux était celle d'une expérience délicate, plein de raisons mais préparé, secrètement, à l'absurde. Emmanuel entra accompagné de 2 agents. Il portait l'uniforme neutre de la détention, mais marchait comme si chaque pas avait un but que personne d'autre ne comprenait. « Monsieur Lumière », dit la docteure Brousseau sans lever les yeux, « cette session a des fins purement scientifiques. Ce n'est pas un jugement. Vous répondrez à des questions et serez soumis à des lectures et des traductions. Vous êtes d'accord ? » « Oui », dit Emmanuel simplement. L'enregistrement commença. La tension aussi. Le premier à le tester fut Hakim El Mahdi. Il lut un extrait en arabe classique, tiré d'un manuscrit philosophique du IXe siècle. Le langage était dense, avec des constructions que seuls les érudits maîtrisaient. Emmanuel ne se contenta pas de traduire. Il le fit avec des corrections discrètes de syntaxe qui révélèrent de petites imprécisions dans le propre texte d'El Mahdi. Le professeur hésita, sourit, dissimulant sa surprise. « Très bien, avançons. » Takeshi Ono alla droit au ce qu'il appelait l'impossible tonal. Il demanda à Emmanuel d'identifier les nuances du Kanseiben, un dialecte régional japonais, puis de transcrire un poème en Ryukyuan, langue native d'Okinawa presque éteinte. Emmanuel écouta, respira et répondit. Mais ce qui laissa Takeshi sans voix ne fut pas seulement la précision des mots. Ce fut le ton, la délicatesse, le rythme,
comme quelqu'un qui non seulement comprend, mais qui appartient à cette sonorité. Le Japonais s'inclina, lentement, comme pour saluer quelque chose qu'il ne savait nommer. Anne Leroy, la neurologue, voulut tester le temps de réaction cognitive. Elle présenta à Emmanuel des phrases en langues inventées, structures simulées par intelligence artificielle, créées pour provoquer des erreurs logiques. Emmanuel comprit les schémas en quelques secondes. Non seulement il traduisit, mais il corrigea les failles structurelles créées par les algorithmes. « Ce n'est pas de la mémoire », murmura-t-elle. « C'est de l'intuition, linguistique, prélinguistique. » Elle se tut, écrivit quelque chose dans le carnet avec un stylo qui tremblait. Monseigneur Verrier, le plus âgé, gardait pour lui le test final. Il se leva avec difficulté et se dirigea vers Emmanuel avec des yeux fatigués. Il sortit de sa poche un petit morceau de papier jauni, soigneusement plié. « Je vais vous parler dans une langue qui n'a pas été parlée depuis la chute de la dernière abbaye des Cévennes. » Et il parla, dans un dialecte monastique de l'ancien araméen préservé par seulement 3 moines jusqu'aux années 1970. C'était une langue sans enregistrement public, sans audio, sans dictionnaire. La salle retint son souffle. Emmanuel ferma les yeux. Pendant quelques secondes, tout se tut. Même les câbles des caméras semblaient se tendre pour écouter. Et puis il répondit, pas avec la même langue, mais avec sa source, avec une structure plus ancestrale, plus intime, avec un son qui ne résonnait pas seulement dans les oreilles, mais dans la poitrine, l'estomac, l'esprit. Verrier tomba à genoux. Il commença à pleurer en silence, couvrant son visage avec ses mains. « C'est lui », murmura-t-il. « C'est la parole avant les mots. » Personne ne comprit les mots. Mais tout le monde comprit ce qu'ils étaient en train de vivre. À la fin de la séance, aucun des 5 spécialistes n'osa donner un verdict à voix haute. Ils retournèrent dans leur bureau, s'assirent, écrivirent, effacèrent, réécrivirent. Brousseau. Il n'existe à ce jour aucune structure scientifique capable d'expliquer les capacités du sujet. El Mahdi. Soit nous sommes face à une défaillance collective de perception, soit face au plus grand événement linguistique de l'histoire moderne. Le roi. Cet homme parle avant de penser, ou pense d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Ono, il n'a pas appris les langues, il les porte. Verrier écrivit seulement une phrase. Au commencement était le verbe, et le verbe est parmi nous. Dans le couloir, Emmanuel s'assit en silence. Il ne demanda rien, n'exigea rien. Un des agents demanda, curieux, « Vous êtes vraiment celui qu'il pense lorsque vous êtes ?» Emmanuel le regarda, ne répondit pas. Il sourit simplement, comme quelqu'un qui comprend toutes les questions avant qu'elles ne soient formulées, comme quelqu'un qui parle, même quand il se tait. Le lendemain se leva en silence sur Marseille. Même les cloches de la cathédrale ne sonnèrent pas. La ville semblait retenir son souffle, comme si elle était sur le point d'entendre quelque chose de trop ancien pour être dit à voix haute. Au bureau du tribunal de justice, le juge Émile Hiver attendait. Assis à son bureau, les mains croisées devant la poitrine, il observait l'horloge murale avec des yeux qui n'appartenaient plus au même homme qu'avant. Le même costume, la même cravate. Mais le regard était usé, profond, angoissé. La nuit précédente, il n'avait pas dormi. Il avait passé des heures à revoir les vidéos de la séance avec Emmanuel Lumière, rembobinant, mettant en pause, observant les visages des spécialistes. Chaque micro-expression, chaque silence entre les phrases. Ce qui le dérangeait n'était pas ce qu'Emmanuel avait dit, mais ce qui l'éveillait chez les autres quand il parlait. Un type de lucidité douloureuse, une clarté qui déchirait la logique. Rosa Mendez entra dans la salle avec une enveloppe épaisse dans les mains. « Ils sont arrivés », dit-elle, sans avoir besoin d'expliquer. Il acquiesça. Elle hésita un instant, puis posa les rapports sur la table avec la délicatesse de quelqu'un qui remet quelque chose qui pourrait exploser. Avant de sortir, elle s'arrêta à la porte. « Vous avez dormi ? Non. Vous voulez que je lise ? J'ai besoin de lire seule. » Elle comprit, et le laissa là, seule face aux mots qui allaient tout changer. Le premier rapport était de la Dre Mireille Brousseau, la théoricienne de la Sorbonne. Connue pour sa rigueur intellectuelle, elle était célèbre pour déconstruire les discours avec une froideur mathématique.
Le sujet présente des compétences linguistiques qui dépassent les limites connues d'acquisition, de mémoire et de reproduction. Il s'agit d'une véritable fluidité, émotionnelle et structurelle, dans au moins 12 langues, dont certaines n'ont pas suffisamment de registres publics pour un apprentissage spontané. L'hypothèse d'imitation ou de mémorisation est insoutenable. Il n'y a pas d'explication académique, et ça me fait mal de le dire. Hiver ferma les yeux. Une ligne rouge traversait le cœur de la logique. La première fissure, le deuxième rapport, du docteur Hakim El-Mahdi, était encore plus direct. Cet homme n'a pas appris les langues. Il semble être né avec elles. Lors de l'évaluation, il a corrigé des structures que même les locuteurs natifs n'auraient pas identifiées. Si c'est un tour, c'est le plus complexe que l'humanité ait jamais produit. Si c'est vrai, alors tout ce que nous comprenons comme limite humaine doit être redéfini. Le juge posa les coudes sur la table. La main alla au visage. Un poids sur les épaules, familier, mais maintenant amplifié par quelque chose qui n'avait pas de nom. Le doute, ce vieil ami, n'était plus un visiteur. C'était un murmure constant. La neurologue Anne Leroy envoya 3 pages dactylographiées, mais raya des paragraphes entiers à la main. Le texte semblait écrit par quelqu'un qui luttait contre sa propre formation. Il n'y a pas de marqueur neurologique d'hypermnésie, ni d'indice de syndrome savant. Les réponses du sujet ne passent pas par les voies normales de traitement du langage. Il ne traduit pas, il accède. À plusieurs moments, il a anticipé des mots avant qu'ils ne soient dits, comme s'il était déjà dans la phrase. Conclusion. Je ne comprends pas ce que j'ai vu, mais je sais que c'était réel. Hiver poussa le rapport de côté comme s'il brûlait. Le son du papier glissant sur le bois résonna dans la salle. Le rapport de Takeshi Ono était une lettre écrite à la main, en français presque calligraphique. En tant que spécialiste de la phonétique tonale, j'ai passé ma vie à distinguer les nuances de prononciation entre villages, montagnes et îles. Cet homme a parlé comme s'il appartenait. Il n'a pas imité les accents, il a ressenti les accents. Je l'ai entendu parler comme ma bisaïeule, décédée à Okinawa dont le mode d'intonation est mort avec elle. Si le langage est un héritage, cet homme est antérieur à tous. Hiver déglutit. L'esprit essayait de se protéger, cherchant des arguments, des termes techniques, des failles méthodologiques. Mais le corps savait déjà. Enfin, arriva l'enveloppe scellée du Vatican. Monseigneur Antoine Verrier. Hiver hésita avant d'ouvrir. C'était une enveloppe lourde, papier épais, presque liturgique. À l'intérieur, une seule feuille, écrit à la main, stylo noir, sans fioriture. J'ai utilisé une langue qui a disparu avec le dernier abbé des Cévennes, en 1972. Il n'existe aucun enregistrement sonore, aucun document public, seulement la mémoire de ceux qui sont partis. Il a répondu comme s'il avait vécu dans ce monastère, et il a dit quelque chose qui ne figure dans aucun livre. Je suis la voix d'avant les langues. Je suis ce que le cœur comprend avant d'apprendre à parler. Cet homme ne maîtrise pas le langage. Il est le langage. Le juge lut la dernière phrase 3 fois, puis encore une fois. Et alors, pour la première fois de sa carrière, et peut-être de sa vie, Hiver repoussa sa chaise, s'éloigna de la table et resta debout, respirant avec difficulté. Le monde, soigneusement construit en décennies de logique, de laïcité et de rationalisme français, avait commencé à s'effondrer, pas avec des explosions, mais avec des mots, avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui parlait en lui. Des heures plus tard, Rosa entra à nouveau. Le juge était à la fenêtre, l'enveloppe toujours sur la table, la pièce intacte, mais lui, transformé. Elle le regarda avec prudence. Alors, il se tourna lentement. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une sorte de peur mélangée à du désir, comme quelqu'un qui voit, pour la première fois, un ciel étoilé et réalise à quel point il est petit. « Je veux le revoir », murmura-t-il. « Emmanuel ?»« Non. » Le juge hésita. « Je veux voir ce qu'il est vraiment. » Le lendemain, le tribunal se préparait pour l'audience la plus suivie de l'histoire récente de la France, mais personne ne savait, encore, que ce ne serait pas une session. Ce serait une rencontre, entre raison et reddition, entre l'homme et la parole. Le matin du 23 mars, Marseille s'est réveillée comme si quelque chose avait basculé dans le monde pendant la nuit. Le ciel était couvert, mais la ville semblait illuminée de l'intérieur.
non par la lumière, mais par l'attente. Le tribunal, généralement froid et routinier, était entouré de journalistes, de curieux, d'étudiants en linguistique, de fidèles et de sceptiques. Il y avait des caméras, des micros, des signaux de réseau instables, mais surtout, il y avait un silence étrange dans l'air. Pas le silence de l'attente, mais celui de la révérence. Tous venaient non pas pour Emmanuel Lumière, l'accusé, mais pour ce qu'il représentait. À 9 heures pile, le juge Émile Hiver entra dans la salle d'audience numéro 4. Il portait sa toge sombre, avec la rigidité habituelle, mais ses épaules étaient légèrement courbées. Rosa Mendez, à quelques pas de là, l'observait attentivement. Elle connaissait cet homme depuis plus de 2 décennies et savait que quelque chose en lui avait cédé, non par faiblesse, mais par contact avec quelque chose de plus grand que lui. « Nous sommes ici réunis », annonça-t-il, la voix moins ferme que d'habitude, pour entendre la conclusion de l'évaluation scientifique de M. Emmanuel Lumière. Un murmure parcourut les bancs du public. Les traducteurs étaient là, immobiles. Au premier rang, les 5 experts qui avaient participé à l'analyse étaient assis côte à côte, silencieux, avec des visages de ceux qui avaient été devant une révélation et n'avaient pas encore trouvé les mots pour la décrire. Puis Emmanuel entra, sans menottes, sans hâte, comme s'il entrait exactement là où il devait être. Il y avait quelque chose de solennel dans sa posture, et en même temps si humain. Il marchait les yeux ouverts, mais pas hautains. Il était impossible de le regarder sans sentir qu'on était aussi regardé. Le juge s'éclaircit la gorge. Il passa la main sur les papiers devant lui, puis les écarta. « Les rapports que nous avons reçus sont… » Il hésita, déconcertant. Silence. « Les compétences démontrées par monsieur sont inexplicables. Aucun des experts n'a été capable de fournir une hypothèse rationnelle. Et pourtant, ce tribunal doit décider, doit comprendre. » Il se pencha en avant. Sa voix changea de ton. Il laissa le vernis du processus et plongea dans un territoire plus personnel. « Monsieur Lumière, si c'est vrai que vous parlez toutes ces langues, je veux en proposer une dernière, la plus difficile de toutes. » Emmanuel leva les yeux, il n'y avait pas de tension en eux, seulement une fatigue sereine, comme quelqu'un qui savait ce qui allait arriver. « Cette langue, continua le juge, n'est dans aucun rapport, elle n'est pas dans les dossiers, ni au Vatican ni dans les universités. C'est une langue qui est morte avec ma mère. » Rosa se tourna brusquement vers lui. Elle est née dans un village des Alpes du Sud, entre des collines où seuls les chèvres et le vent passaient. Là-bas, on parlait un dialecte montagnard, avec des mots qui n'ont jamais été dans aucun dictionnaire. Je me souviens à peine comment on parlait. Je me souviens juste du son, et de ce qu'elle me disait quand je n'arrivais pas à dormir. La voix du juge commença à faiblir. « Si tu es celui que beaucoup commencent à croire que tu es, alors parle, pas avec les mots du tribunal, mais avec la voix de ma mère. » Toute la salle se figea. Les journalistes arrêtèrent de taper. L'air semblait avoir disparu des fenêtres. Emmanuel resta silencieux un long moment, puis il fit un pas en avant. Et alors, avec une douceur qui n'appartenait pas à ce siècle, il parla. Ce n'était pas du français, ce n'était pas du latin, c'était autre chose. Les mots sortirent avec le souffle chaud des cheminées, avec le rythme des histoires racontées au bord du lit. L'intonation était intime, fragile, familiale. Et puis vint la phrase, pas longue, juste 5 mots, mais prononcée avec la même tendresse qu'une mère utilise pour calmer un enfant fiévreux. Le juge chancela. Sa main frappa le bois du banc, cherchant un soutien. « Qu'est-ce que vous dites ?» murmura-t-il. « Ça, c'était… » Il couvrit sa bouche avec sa main. Lentement, Emmanuel répéta la phrase. Puis, d'une voix basse, il traduisit en français. « Tu es un bon garçon. Tu as juste oublié comment écouter. » Les yeux du juge se remplirent de larmes. Pas à cause de la phrase, mais à cause du ton. « Ça, murmura-t-il. Personne ne savait. Elle disait ça quand j'avais peur, quand je pleurais en cachette. Je ne l'ai jamais dit à personne. » Emmanuel le regardait simplement, et puis il dit avec la même délicatesse, « Elle t'a pardonné, bien avant de partir. Elle savait pourquoi tu avais fermé ton cœur, et elle espérait qu'un jour, tu recommencerais à écouter. » Il y eut un bruit sec, le son de la carapace d'un sceptique se brisant en deux. Le juge tomba à genoux derrière le banc. Tout fut rapide. Une seconde avant, il était l'homme le plus rationnel de la salle. La seconde suivante, il avait les mains sur le visage, pleurant comme un enfant perdu qui vient d'être retrouvé.
Rosa courut vers lui mais s'arrêta avant de le toucher. « Émile !» dit-elle d'une voix tremblante. Mais il leva la tête, les yeux mouillés, sans honte, sans défense. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Mon Dieu, qui êtes-vous » Emmanuel le regarda. Il n'y avait pas de feu dans ses yeux. Il n'y avait pas de trône. Juste un amour trop ancien pour être expliqué. Et il dit, « Je suis celui qui t'a toujours parlé. Dans la langue que ton cœur n'a jamais oubliée, la voix avant les mots, le souvenir avant la douleur. Je suis celui qui n'a jamais cessé d'écouter. » Silence, mais pas n'importe quel silence. Un silence sacré. Dans la salle d'audience numéro 4, personne ne pouvait respirer naturellement. La procureure Clara Duval, qui jusqu'alors avait gardé les yeux fixés sur les papiers, était maintenant immobile, comme si la voix qu'elle avait entendue avait balayé d'elle tout doute et, avec lui, toute défense. Le juge restait agenouillé, pas par adoration, mais par reddition. Reddition à une vérité qui ne venait pas avec des preuves, mais avec une présence. Et Emmanuel. Emmanuel fit simplement un pas en arrière. Il ne sourit pas, il ne s'imposa pas. Il a juste jeté un dernier regard à cet homme courbé et, avec ses yeux, lui a rendu une enfance qu'il avait lui-même enterrée. Ce jour-là, il n'y a pas eu de verdict, parce qu'il n'y avait plus de tribunal. Le langage du jugement avait été remplacé par un autre, un que personne là-bas ne savait nommer. Mais tout le monde a compris. Avec le cœur. La salle d'audience numéro 4 est restée silencieuse même après le dernier mot. Ce n'était pas un silence ordinaire, c'était un de ces silences qui s'installent à l'intérieur des gens. On n'entendait plus le bruit des caméras. Les reporters, immobiles, le bruit des stylos arrêtés. Même les téléphones, oubliés dans les mains, semblaient avoir oublié comment vibrer. La seule chose vivante à cet instant était le son des larmes du juge Émile Hiver et Emmanuel Lumière. Et simplement rester debout, pas triomphant, pas comme quelqu'un qui a gagné, mais comme quelqu'un qui termine un travail sans avoir besoin d'être applaudi. C'est Rosa Mendez qui l'a remarqué en premier. Il bougeait, pas en fuite, ni en direction du juge, mais vers la porte. Calme, en silence, sans regarder en arrière. Elle a hésité, a fait un pas, puis un autre. « Attendez, Monsieur Lumière, où allez-vous » a-t-elle murmuré, sans se rendre compte qu'elle parlait. Mais il n'a pas répondu. Et pourtant, elle a senti la réponse, comme si elle avait été chuchotée dans sa poitrine, là où j'ai toujours été, où je suis encore nécessaire. Les deux agents pénitentiaires se sont arrêtés à l'entrée de la salle, confus. Ils étaient là pour le ramener en détention. Ils avaient les ordres. Ils avaient les documents. Mais pour une raison quelconque, ils ne bougeaient pas. C'était comme si quelque chose d'invisible les maintenait debout, les bras baissés, les yeux ouverts, et les genoux prêts à fléchir. Emmanuel est passé entre eux. Personne n'a essayé de l'arrêter, pas même Clara Duval qui l'a juste suivi des yeux, comme on observe une étoile filante et, pendant une seconde, croit en tout ce qu'on a toujours nié. Dans le couloir, la lumière semblait différente. Les vitraux en haut déversaient une lueur chaude et dorée sur le sol de pierre. Dehors, le ciel restait nuageux. Mais à l'intérieur de ce bâtiment, une clarté douce descendait le long des murs, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans le temps. Quand Emmanuel a traversé le hall du tribunal, les reporters se sont agités, mais ne se sont pas approchés. Certains ont levé les caméras, mais n'ont pas appuyé sur les boutons. D'autres sont tombés à genoux sans savoir pourquoi. Une jeune stagiaire, les yeux embués, a laissé tomber son bloc-notes. Un traducteur syrien debout à côté de la porte a croisé les bras sur sa poitrine et a murmuré une prière oubliée. Un policier vétéran a murmuré « C'est pas un homme, c'est autre chose ». Et Emmanuel a continué de marcher, sans hâte, sans cérémonie, comme quelqu'un qui revient simplement d'où il vient. Rosa a couru jusqu'à une des fenêtres de devant. D'en haut, elle pouvait voir l'escalier du tribunal et la foule qui se pressait dehors. Mais, au lieu de tumulte, il y avait du silence. Des milliers de personnes là, journalistes, manifestants, curieux, tous immobiles. Et puis elle l'a vu. Descendant les marches, Emmanuel marchait sous la pluie légère qui commençait à tomber. Mais là, au-dessus de lui, un seul rayon de soleil perçait les nuages. Une ligne dorée traversait le ciel gris et touchait seulement ses épaules, comme un manteau invisible.
Pendant un bref instant, sa silhouette a semblé vaciller. Pas comme de la fumée, mais comme de la chaleur, comme s'il n'appartenait pas totalement à la matière, et puis il a tourné le coin et a disparu. Les caméras qui ont essayé de le suivre ont échoué. Les fichiers de sécurité interne ont planté. Le système de surveillance a eu une panne de exactement 4 minutes et 11 secondes, juste assez de temps pour qu'aucun enregistrement de son départ n'existe. La même nuit, les gros titres de toute la France oscillaient entre le scandale et le sacré tribunal en transe. Juge pleure et accusé disparaît. Emmanuel Lumière, le prophète ou le plus grand imposteur de l'histoire, experts linguistiques admettent ça ne peut pas être expliqué. L'homme qui parlait toutes les langues a disparu. Mais dans les cafés, les wagons de métro, les hôpitaux, les écoles et même les prisons, le ton était différent. Les gens ne parlaient pas avec incrédulité. Ils parlaient avec nostalgie. Nostalgie de quelque chose qu'ils avaient ressenti un instant et qu'ils savaient, au fond, ne se reproduirait pas de la même manière. 3 jours plus tard, un prêtre à Avignon a rapporté qu'un homme étrange est apparu pour consoler un immigrant qui avait perdu son fils noyé dans le Rhône. Le même jour, une infirmière de Lille a dit qu'un patient dans le coma a murmuré avec un sourire aux lèvres « Il est venu. Il m'a parlé dans la langue de mon enfance. » Et dans une gare de Toulouse, un garçon réfugié a rencontré quelqu'un qui lui a parlé en dari. L'homme a disparu entre les wagons. Les images de sécurité ont échoué à nouveau. Rosa, à la fin de cette semaine, est allée à l'église de Saint-Victor en haut du Vieux-Port. Elle s'est assise en silence, elle n'a pas prié, elle a juste attendu. À la fin de la messe, quand tout le monde était parti, elle a chuchoté « Si tu es encore là, parle-moi, mais parle à ta manière. » Et puis, sans vent, sans fenêtres ouvertes, une seule feuille de papier qui était sur l'autel a volé jusqu'à ses pieds. C'était une page blanche. Mais Rosa l'a tenue comme on lit une lettre, et elle a pleuré. Pas de tristesse, mais parce qu'elle avait compris. Emmanuel était parti, mais sa voix continuait, et elle ne venait plus de l'extérieur. Elle naissait à l'intérieur, dans la langue que tout le monde porte, mais oublie d'écouter. Le langage de l'écoute, du pardon, de l'amour sans condition. Et dans les rues de France, dans le silence entre une station et une autre, dans le geste d'un inconnu, dans l'étreinte inattendue, dans le mot qui surgit dans la langue exacte du cœur. Jésus continuait de parler, pas avec des miracles, mais avec présence. Le tribunal n'était que le début. La disparition d'Emmanuel n'a pas clos l'affaire, elle l'a juste dissoute. Dans les jours qui ont suivi, la France n'est pas entrée en émoi. Mais en écoute, les gros titres ont continué, les débats se sont intensifiés dans les cafés, théologiens et neurologues se sont affrontés en direct dans des talk-shows. Mais là où Emmanuel était vraiment présent, ce n'était pas dans les studios, c'était dans les coins bas du pays, là où la douleur ne devient pas statistique. C'est là, dans l'oubli, que les signes ont commencé. À Nice, un jeune Algérien de 17 ans, détenu pour vol, a raconté à l'assistante sociale qu'un homme aux yeux calmes est entré dans la cellule le matin, lui a parlé en un français mêlé à l'arabe de la Casbah d'Alger, le même que sa grand-mère parlait quand elle racontait des histoires du désert, et lui a dit « Tu n'as pas besoin de porter le nom qu'on t'a donné dans la peur. Tu peux en choisir un autre. » Au tour suivant, personne ne savait de visite, et les caméras de sécurité sont restées blanches de 07h12 à 07h17. À Lyon, une aide-soignante âgée a raconté qu'en changeant la couche d'une patiente roumaine atteinte d'Alzheimer avancé, elle a trouvé la dame souriante et murmurant des mots dans son ancien dialecte montagnard, des mots que personne dans la maison ne comprenait. Elle parlait comme si elle discutait avec quelqu'un assis là, à côté du lit, a raconté l'aide-soignante. Et elle disait « Il m'a compris sans que j'aie besoin d'expliquer ma douleur. Personne n'a vu personne, mais la fenêtre était ouverte. Et au sol, il y avait des empreintes, pieds nus. » À Calais, dans un camp de réfugiés, une ONG a rapporté qu'un étranger est apparu à la fin d'une nuit pluvieuse. Il n'a pas donné de nom. Il s'est juste assis autour du feu improvisé et a commencé à parler avec chaque personne dans sa langue d'origine. Dari, Amharique, Lingala, Birman, Tigrinya, avec des accents que seuls ceux qui ont grandi dans les villages sauraient reproduire. Il parlait comme un frère perdu qui est rentré à la maison, a dit un Congolais nommé Jean-Baptiste. Personne là-bas ne voulait parler de douleur,
Mais avec lui, c'était comme si la douleur avait demandé à être entendue. Le lendemain, l'abri où il était a été retrouvé propre. Quelqu'un avait balayé tout le sol de terre. Et sur l'autel improvisé avec des caisses, il y avait un morceau de tissu écrit à la main. « Je suis la voix de ce que vous n'avez jamais osé dire. » À Toulouse, une fillette sourde-muette de 6 ans a été vue riant seule dans le parc d'un centre d'accueil. La mère haïtienne a couru vers elle, effrayée. L'enfant pointait vers un homme assis sur le banc. Mais quand la mère s'est retournée, il n'y avait personne. Cependant, la fillette a passé toute la nuit à dessiner avec des crayons de couleur. Un homme simple, vêtu de blanc, et des dizaines de ballons sortant de sa bouche. Chaque ballon un mot. Dans le coin de la feuille, l'enfant a écrit, même sans avoir été alphabétisé. Il m'a parlé sans bouche. Dans le métro de Paris, une femme âgée est entrée dans le wagon avec une expression de panique. Elle semblait perdue, tremblante, disant en russe « Je ne sais pas où je suis, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis seule. » Tout le monde autour a fait semblant de ne pas entendre, sauf un homme qui s'est levé, a pris sa main avec tendresse et a répondu dans le même russe, mais pas un russe ordinaire. Un russe comme celui de son enfance, appris à la campagne, entre chansons et pains. La femme s'est effondrée en larmes. L'homme l'a conduite calmement jusqu'à la sortie et a disparu dans la foule. Quand la police a cherché les images de surveillance, le système s'était figé à 13h13, pendant exactement 3 minutes. Des témoignages comme ceux-ci se sont multipliés, pas sur les réseaux sociaux, pas dans les journaux, mais sur les bancs d'église, dans les couloirs des hôpitaux, dans les champs agricoles, dans les wagons de train, les abris d'urgence, les escaliers du métro, transmis de bouche à oreille, toujours sur le même ton, bas, presque secret, comme un souvenir qu'on craint de gâcher avec des explications. Personne ne savait si c'était le même homme. Chaque témoin le décrivait différemment. Grand, petit, noir, brun, pâle, jeune, vieux, avec barbe, sans barbe. Certains disaient qu'il avait un accent, d'autres qu'il ne parlait pas avec la bouche. Mais il y avait une chose qui ne changeait jamais, ses yeux. Des yeux qui semblaient écouter avant de regarder. Des yeux qui savaient ce que vous avez caché toute votre vie. Des yeux qui ne jugeaient pas, mais se souvenaient de ce que vous étiez avant la honte. Dans le sous-sol de la radio publique à Paris, un animateur de nuit qui recevait rarement des appels a entendu une voix mystérieuse en direct dire « Le langage n'est pas fait de mots, il est fait d'écoute. Je ne suis pas venu pour enseigner quoi que ce soit, je suis venu pour rappeler. » Et puis, la ligne a coupé. Le numéro ? Il n'existait pas. L'enregistrement de l'appel ? Corrompu. C'est Rosa Mendes qui a dit la phrase qui s'est ensuite répandue dans les cafés, les rues et les églises. Il n'est pas apparu. Il écoute. Et là où il y a un cœur prêt à dire la vérité pour la première fois, il répond. La France, si rationnelle, si laïque, si fatiguée des miracles, n'a pas fait de procession. Mais dans les files de supermarchés, dans les files de chômage, dans les files d'hôpital, de petits changements ont commencé à se produire. Des gens qui ne s'écoutaient pas avant ont commencé à demander « Dans quelle langue penses-tu quand tu as peur ?» Et ensuite, il restait là, en silence, écoutant la réponse. Parce qu'Emmanuel n'avait plus besoin d'être présent. Sa présence était à l'intérieur, dans la langue que seule la souffrance comprend, dans l'accent du cœur brisé, dans la mélodie de ceux qui parlent doucement parce qu'ils ont été réduits au silence pendant trop longtemps. Jésus-Christ ne marchait pas sur les eaux. Il marchait entre les bancs du RER, les files d'immigration, les ruelles de Marseille. Et il parlait, pas en araméen, mais dans la seule langue que le monde n'a jamais oubliée, la langue d'être compris. Les signes ont continué pendant des semaines, puis ils ont diminué. Non pas parce qu'Emmanuel était parti, mais parce qu'il n'était plus nécessaire qu'on le voie. La France n'est pas entrée en extase religieuse. Elle n'a pas érigé de statues. Elle n'a pas fondé de nouvelles églises. Elle n'a pas proclamé de doctrine. Le pays qui avait toujours été méfiant envers les miracles a préféré garder les pieds sur le trottoir, le regard sur les toits gris, le café chaud à la main. Et malgré tout, quelque chose avait changé. Au début, de manière presque imperceptible, puis avec la force discrète des racines se répandant sous la terre. Ce qui est resté, ce n'était pas l'image d'un homme disparu. C'était l'écho de ce qu'il disait quand plus personne ne pouvait rien dire.
Ahmed, le Syrien qui avait partagé la cellule 12 avec Emmanuel, a reçu sa réponse officielle d'asile. La lettre est arrivée un jour nuageux, pliée à la hâte. Il l'a ouverte sur un banc du vieux port, les mains tremblantes. Il lisait les mots, mais ce qui le motivait n'était pas écrit. C'était dans le souvenir d'une voix qui lui avait parlé dans l'arabe de son enfance, l'arabe que seule sa femme parlait et qu'il jurait ne plus jamais entendre. Ahmed a commencé à travailler comme bénévole dans un centre d'accueil pour réfugiés. Il traduisait des documents, accompagnait des familles, dessinait des cartes improvisées pour les nouveaux arrivants qui ne savaient même pas où se trouvait la mer. Quand quelqu'un lui demandait pourquoi il faisait ça, il répondait « Parce que quelqu'un m'a écouté quand je pensais que personne ne pouvait m'entendre, et il y a des douleurs qui ne s'apaisent que lorsqu'elles sont transmises. » Pierre, le Français des rues, est sorti de prison quelques mois plus tard. Personne n'attendait rien de lui. Personne ne l'attendait, en fait, mais il est apparu dans le quartier Panier, avec une casquette usée et le même sourire en coin, et a demandé un emploi simple au marché aux poissons. Il n'a pas dit pourquoi. Il travaillait en silence, mais parfois, quand il voyait un garçon trop perdu, trop en colère, trop brisé, Pierre s'asseyait à côté de lui, offrait un morceau de pain et disait « Tu es un bon garçon. Tu as juste oublié comment écouter », avec la même mélodie qu'il avait entendue en prison, avec la même chaleur qu'il avait fait pleurer d'une manière qu'il n'avait pas pleuré depuis qu'il était enfant. Certains y croyaient, d'autres pas, mais il continuait de répéter « Parce que certains mots ne nous appartiennent pas, ils sont hérités. » Youssouf, le Syrien maigre qui vivait avec la peur dans les yeux, a ouvert un petit restaurant au centre de Marseille, avec des tables simples et une odeur de cumin dans l'air. À la porte, il a écrit en arabe et en français « Ici, on parle la langue dont vous avez besoin. » Et ce n'était pas une métaphore. Quand un client entrait la tête basse, tendu, évitant le contact visuel, Youssouf s'approchait avec précaution et demandait, dans la langue que le cœur de l'autre révélait, « D'où vient ta douleur ?» Et soudain, les clients parlaient, comme ça, sans filtre, comme si le mot avait attendu ce moment précis pour naître. Personne ne savait expliquer comment il savait quelle langue utiliser, pas même lui. C'était comme si la mémoire d'une voix ancienne était restée en lui. Mamadou, autrefois craint de tous dans la cellule, travaillait maintenant dans une ONG d'accueil scolaire. De l'extérieur, il semblait juste être un éducateur fatigué. Mais à l'intérieur, il portait le souvenir vivant du jour où un étranger lui avait parlé en wolof avec le ton exact de sa grand-mère. Un après-midi, un garçon sénégalais de 8 ans est entré en pleurant, disant que personne à l'école ne comprenait sa façon de parler. Mamadou l'a emmené dans la cour, s'est accroupi devant lui et a dit « Parlons la langue de ta grand-mère ». Le garçon a écarquillé les yeux et a souri pour la première fois depuis des semaines, parce qu'être compris est plus guérisseur que n'importe quel remède. Ivan, le Russe silencieux, a disparu après la liberté conditionnelle. Il n'a laissé ni adresse, ni téléphone. Mais des récits ont commencé à émerger dans l'intérieur de la France, dans des gares vides, dans des abris d'urgence, dans des villages oubliés. On disait qu'un grand homme au regard triste parlait avec des vétérans de guerre dans leur langue. Pas la langue officielle, mais la langue de la peur que seuls les soldats comprennent. Quelqu'un a juré l'avoir vu tenir les mains d'un ex-militaire français, en silence juste en écoutant. Et l'ex-militaire pleurait comme un enfant qui pouvait enfin confesser son secret. Personne ne savait si c'était Ivan, personne ne savait si c'était un autre homme, mais il savait que cette écoute avait un nom, même s'il n'osait pas le prononcer. Dans les églises, les prêtres ont commencé à remarquer. Les gens arrivaient et ne demandaient pas de miracle. Ils demandaient juste à être écoutés. Et quand ils parlaient, ils ne faisaient pas de discours. Ils déroulaient leur douleur dans la langue qu'Emmanuel avait éveillée en eux, la langue de la vérité. Dans les maisons, les cafés, les bus, les prisons, les hôpitaux, partout où il y avait quelqu'un qui avait peur de parler ou peur d'écouter, un nouveau geste apparaissait. Un geste qui n'existait pas avant. Un geste appris par imitation invisible. Les gens se tournaient les uns vers les autres avec le soin de ceux qui tiennent un oiseau blessé. Rosa Mendez, qui avait tout suivi depuis le début, a commencé à marcher tous les jours sur le vieux port après le travail. Elle s'arrêtait devant l'eau, observait les lumières danser sur la mer et parfois disait doucement « Si tu es encore là, tu n'as pas besoin de parler. Reste juste. » Et alors, même quand le vent était froid, elle sentait une chaleur légère dans le dos. Ça ne venait pas d'un corps, ça venait d'un sens.
le langage de la présence. Et c'est ainsi que, sans annonce, sans pupitre, sans nouveau temple, la France a changé. Pas pour un pays plus religieux, mais pour un pays plus attentif. Les gens ont commencé à se demander « En quelle langue ressens-tu la nostalgie? En quelle langue pleures-tu? En quelle langue regrettes-tu? En quelle langue ton silence parle-t-il plus fort que tes mots ?» Et les réponses arrivaient, parfois timides, parfois brisées, mais toujours vraies. Parce qu'Emmanuel, Jésus, n'avait pas enseigné le vocabulaire. Il avait enseigné quelque chose de bien plus profond. Le langage de l'amour ne se parle pas. Il se reconnaît. Une langue antérieure à la parole, antérieure à la douleur, antérieure à la peur. La langue que tout le monde, quelque part, connaît encore, même s'ils ont oublié, même s'ils ont enterré. La langue qui dit « Je t'écoute, je te vois, tu n'es pas seul ». La langue qui guérit, la seule qui reste, la seule qui ne disparaît jamais, la seule qui est, a toujours été et sera toujours, le langage de Jésus parmi nous.